Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, soyez le bienvenu à notre entretien avec Monsieur Urs Biri. Ich heiße Sie willkommen zu diesem Gespräch mit Urs Biri. Mein Name ist Niklaus Lunsgaard-Hansen, ich bin der Präsident der Neuen Helvetischen Gesellschaft. Wir organisieren dieses Gespräch zusammen mit der Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind, Sie, die jetzt schon zugeschaltet sind und die jetzt noch kommen werden. Zuerst erlaube ich mir einen Hinweis auf die Übersetzung. Wenn ich selber Deutsch spreche und auch Herr Biri Deutsch spricht, Sie können eine gute französische Übersetzung auslösen, indem Sie unten am Bildschirm beim Knopf Interpretation sur l'onglet Interprétation, vous pouvez cliquer et puis choisir le canal pour la traduction de l'allemand vers le français. J'espère, je suis sûr que ça fonctionnera. Si jamais vous mettez peut-être un chat, une remarque dans le chat pour signaler qu'il y a un problème. Donc, traduction de l'allemand au français, c'est probablement nécessaire pour beaucoup parmi vous. Oder auch umgekehrt, wenn dann später französische Wortmeldungen kommen, dass diejenigen Deutschsprechenden, die das übersetzt haben möchten, können auch den entsprechenden Kanal wählen. Ich hoffe, dass das so klappen wird für alle. Noch eine zweite Vorbemerkung. Wir hatten vorhin, vor etwa 10 Minuten, einen Internetunterbruch an der Universität Lausanne, wo wir uns befinden. Wir konnten ihn wurde zum Glück nach wenigen Minuten wieder behoben. Aber es könnte sein, dass wir nochmals einen Unterbruch haben. Dann wäre das nicht bei uns hier im Zentrum der Fondation, sondern generell an der Uni. Ich bitte Sie dann in diesem Fall einfach noch in der Linie zu bleiben und in der Hoffnung, dass das dann nach wenigen Minuten wieder gelöst ist, das Problem. Alors, je répète, nous avons eu une interruption de l'Internet tout à l'heure avant de commencer notre débat. Et je vous prie de rester dans la ligne si jamais ça reprendrait une fois de plus. Ich bedanke mich einleitend auch herzlich bei Frau Nathalie Trafontaine, Mitarbeiterin der Fondation. Die hat den Anlass organisiert und auch die Kommunikation dazu. Und ein Dank geht auch an die beiden Übersetzerinnen, Frau Britta Sommerfeld und Frau Lennox. Die beiden sind für uns da, um eben die Sprachen Deutsch-Französisch sicherzustellen. Für die Vorstellung der beiden Organisationen lade ich Sie ein, auf den Internetseiten zu schauen, dass wir jetzt hier nicht viel Zeit dafür benötigen, entweder nhg.ch oder eben die Fondation Jean Monnet. Sie finden dort alle nötigen Informationen. Wir hatten bisher 2 Anlässe in der ähnlichen Art. Wir haben ja einen Zyklus begonnen von Gesprächen mit Persönlichkeiten. Die erste Persönlichkeit war Roger de Weck und die zweite Gerhard Schwarz. Und heute eben Urs Biri vom Forschungsinstitut GFS Bern. Und wir haben erfreulicherweise fast 100 Personen, die sich angemeldet haben für diesen Vortrag. Und ich möchte eine Person, je m'aimerais bien saluer, remercier une personne seulement. C'est Monsieur José María Gil Robles. Il était ancien président du Parlement européen et aussi ancien président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, président jusqu'à 2014, avant le président actuel, Pat Cox. Soyez le bienvenu. Merci de votre intérêt, Monsieur Gil Robles. Nun noch kurz zu Urs Biri. Urs Biri, der Politologe, hat studiert an der Uni Bern Politologie, wirkt seit mehreren Jahren jetzt im Forschungsinstitut GFS. Er hat auch verschiedene zusätzliche Weiterbildungen gemacht, namentlich in Führungsfragen und Kommunikationsfragen. Er ist auch neben der Hauptberufstätigkeit Lehrbeauftragter. Il est également professeur, il enseigne à l'École des sciences appliquées de Zurich et également à l'Université de Fribourg, à l'Institut pour le management des associations. Une dernière remarque avant de donner la parole à Urs Biri. Depuis peu, il y a un livre qui a
paru. Je vais vous le montrer ici. Ça s'appelle le dilemme suisse, 30 ans de politique européenne. C'est un livre qui est paru il y a peu de temps et l'écrivain a fait une recherche sur la politique européenne de la Suisse. Au Spiri, il va aujourd'hui parler aussi de la politique européenne de la Suisse. Je suis sûre qu'il s'est inspiré de ce livre. Je vais maintenant donner la parole à Ospir et j'espère que ça fonctionne avec l'interprétation. Et on se réjouit beaucoup de votre présentation. Je sais que vous avez aussi amené quelques slides. Ospiri, vous avez la parole. Merci, Monsieur Lundsgaard Hansen, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi de votre patience. Je parle allemand et je pense que la plupart d'entre vous ne parlent pas allemand, mais parlent français. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment content que nous avons aujourd'hui avec nous des interprètes professionnels. Vous avez vu sur le programme, nous allons parler de la politique européenne, mais non seulement mais pas que de la politique européenne, mais nous allons parler aussi de la formation de l'opinion publique. Lorsque je parle de la formation de l'opinion publique, je parle de la formation de l'opinion de la société de la Suisse. Et pendant ce que nous faisons, nos recherches, nous recherchons la formation de l'opinion publique suisse dans notre institut. Nous allons également parler des événements internationaux. Je suis sûre que ça ne vous surprend pas. Nous allons aussi parler d'une dernière chose. Nous allons également parler du pragmatisme. Ça ne devait pas vous étendre parce que la Suisse est connue pour le pragmatisme. Il y a plus que 100 ans, nous pratiquons le pragmatisme. Le pragmatisme, ce n'est pas quelque chose qui se développe rapidement, ça se développe peu à peu. Je vais vous montrer combien de temps a été nécessaire pour développer ce grand pragmatisme en Suisse. Et nous allons également essayer de voir ce qu'il va se produire dans l'avenir. Et nous allons voir aussi comment la Suisse va agir dans le monde dans les années à venir. Monsieur Lundsgaard Hansen l'a dit, déjà, je me permets d'introduire quelques thèmes d'abord, donc un discours, et puis après, je vais vous montrer quelques slides. Et j'aimerais maintenant partager mon écran. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, je vois que vous faites un signe positif avec la tête. Donc, on va commencer avec une partie théorique. Nous avons une approche de disposition et différents processus de formation publique au sein de la société suisse. On essaye de comprendre maintenant comment une formation se forme au sein d'une société. Il y a différents éléments qui jouent un rôle important jusqu'à on forme une opinion, jusqu'à on ait un avis. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, lorsqu'on parle de la formation de l'opinion, nous allons parler, nous n'allons pas parler d'un modèle parce qu'on ne connaît pas ce modèle, on ne parle pas d'une lutte de référendum, nous allons parler des positions. Des positions, ça veut dire des valeurs et des sentiments que nous avons lorsqu'on parle d'un thème politique. Et ce sont ces valeurs sur lesquelles on pose notre avis. C'est comme une base qui est là pour la formation de notre opinion. Puis, on forme un avis toujours dans un certain climat. Et là, je ne parle pas de la météo, je parle principalement toute une panoplie des valeurs. Il y a aussi un climat
sociétal, par exemple. Ça veut dire qu'on se trouve dans une certaine situation sociétale. On parle aussi d'un climat économique. Est-ce qu'on se trouve dans une récession ou est-ce qu'on se trouve dans une situation économique très positive? Nous allons également parler d'un climat politique. Ça, je suis sûre que vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire, le climat politique. Et on parle, donc tout ce climat sont primordiaux pour la formation de l'opinion. Et c'est quelque chose qui ne devait pas vous surprendre. C'est aussi un schéma des conflits. Donc, il y a un schéma des conflits des élites qui forment l'opinion. Ce sont des positions qui existent déjà depuis longtemps et qui influencent aussi l'opinion au sein d'une société. La formation de l'opinion publique a une longue tradition et il y a beaucoup des éléments constants. Mais il y a aussi du dynamisme. Et un élément qui est important, c'est aussi une campagne de votation. Une campagne de votation qui influence toujours comment la société va voter. Puis, la dynamique dont j'ai parlé tout à l'heure influence toujours la campagne de votation. Donc, vous voyez ici quelques parcours, quelques évolutions. Nous avons récemment eu 2 votations en Suisse, une votation sur AVS, par exemple, et nous avons fait des recherches sur ces votations au sein de notre institut et vous voyez qu'il y a des aléas dans les 2 derniers mois. On a eu une tendance vers le oui, puis on a eu une tendance vers le non, donc une certaine dynamique. Le non a augmenté et le oui est resté plutôt stable. Il n'y a jamais eu une majorité claire et aussi une minorité des personnes qui a décidé de ne pas voter. Donc ça, ce sont des tendances qu'on peut voir. Et je vous demande de garder ces informations en tête pour plus tard comprendre ce qui se passe réellement. Et nous allons maintenant commencer avec cette image. Ça, c'est une image avec quelques hommes qui portent des chapeaux. Et ça souligne un climat dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans les années 1920, on a pris cette photo et à l'époque, si on veut comprendre comment la formation de l'opinion publique a fonctionné dans les années 20, c'est assez simple. On est allé, par exemple, dans un village, on a rencontré ce groupe de messieurs, on a pu voir ou parler au monsieur le plus âgé, avec la barbe, qui est juste assis là, et je lui ai demandé qu'est-ce que ce village pense. Et ce monsieur a pu me dire en détail ce que les personnes dans le village pensent. Mais le monde a beaucoup changé. Ce n'est plus possible aujourd'hui de le faire ainsi. Il n'y a plus ces structures homogènes. Il n'y a plus ces formations, ces processus de formation publique. Aujourd'hui, le monde est comme ça. Le monde n'est plus linéaire, le monde est beaucoup plus divers.
Chaque année, le monde est différent. La mode est différente, la perception des sexes est différente et il y a beaucoup plus de dynamique. Et si je veux savoir, par exemple, l'opinion d'une personne envers un certain thème, je ne peux pas demander à la personne dans l'année 2000 ce que la personne en 2009 a pensé. Parce que je suis sûre que l'opinion de cette personne a certainement changé au moins 3 fois au fil des dernières années. Des vérités ne sont plus vraies au fil de quelques années parce que c'est vraiment le monde, on vit dans un monde dynamique. Ça, c'est un livre que je vous recommande. C'est un livre de Stephen Levitsky et Daniel Ziblatt. Ce sont deux académiques qui ont écrit ce livre. Ce sont deux Américains. Et là, ils ont essayé de faire des recherches sur la démocratie. C'est un titre assez choquant. Le titre, c'est How Democracies Die, comment les démocraties meurent. Et dans ce livre, on trouve la palissade, que la démocratie, on la connaît, n'existe plus. Il n'y a que quelques personnes qui habitent, qui vivent dans une vraie démocratie, mais la plupart des gens dans ce monde ne vivent plus dans des vraies démocraties. Depuis 2006, c'est en recul. Il y a moins de systèmes démocratiques et cela n'a pas seulement une influence sur la Suisse, non, mais en indirect, si on regarde la crise en Ukraine et cette nouvelle constellation du pouvoir, cela a un effet sur nos relations avec l'Union européenne et avec d'autres pays. Dans ce livre, on parle également d'un autre sujet qui est en rapport direct avec le système politique suisse, et c'est-à-dire que les démocraties existantes, par exemple les États-Unis, sont sous pression. On part du principe qu'on n'adhère pas vraiment à l'état de droit démocratique et aux règles de jeu de celui-ci. Cela a été discuté sous Donald Trump. Tout ce qui est de la justice, de la juridiction, on a essayé de politiser cela. C'est un élément très important pour abolir la répartition des pouvoirs dans ce système. Donc, on se rend compte des conséquences. Il y a des contre-positions. Donc, on ne rejette pas seulement une opinion, on ne la juge pas seulement, mais on prend une contre-position, on n'est pas seulement contre une opinion, mais également contre la personne qui l'exprime. Troisième point, tolérance de la violence qui a lieu dans ce populisme aux États-Unis. C'est un sujet très important. Donald Trump voulait avoir plus d'intervention de la police, d'intervention corporelle aussi lors des manifestations sur les rues. Dans ce contexte, on a donc clairement vu cela. Et dernier point, limitation des droits fondamentaux, surtout la liberté de la presse. C'est également très fort aux États-Unis. Mais c'est à vous de vous imaginer si ces éléments ont lieu aussi en Suisse ou non.
les règles de jeu d'état de droit, ici aussi, il y a une certaine pression sur la juridiction et sur les tribunaux. Et donc, ces éléments voient le jour. Et il y a également une certaine dynamique qui influe donc la formation de l'opinion publique politique. Un autre élément qui influe sur le sujet Europe et relations européennes, c'est le populisme. Je ne veux pas en parler en détail, mais ici, il y a une image quand il s'agissait de l'initiative de l'immigration massive. Là, le Parlement a eu une mise en pratique très pragmatique de cette initiative. Donc, ce n'est pas vraiment valable comme un référendum, mais cette image a été prise à l'époque. Le Conseil national, là, on a eu recours à une politique symbolique et l'inconvénient, si on a une approche populisme, on n'est pas prêt à faire des compromis. Et les compromis, c'est quelque chose de très important dans ce processus politique. Donc, dans les grands sujets politiques, il est de plus en plus difficile d'arriver à un compromis. Avant-hier, on a donc trouvé un compromis qui a des inconvénients aussi, c'est clair, et cela va nous occuper un certain temps. Mais finalement, depuis 25 ans, on a donc touché ce système de retraite AFS. Donc, depuis 1995, on n'avait rien fait. Donc, c'était la première fois qu'on a donc décidé de changer ce système quelque peu. Mais cela a également des répercussions claires sur nos relations avec l'Union européenne. Donc, la rupture dans l'accord cadre. Donc, ceux qui ont donc arrêté l'accord cadre avaient certainement ces images en arrière-tête. Et puis, il y a ce phénomène-là, ce qui nous occupe, nous qui travaillent dans les sondages et les études de marché, c'est le système d'armes le plus vendu dans le monde. C'est un pick-up. L'avantage, c'est qu'il a un certain point fort. Donc, on peut tirer à partir de l'arrière. On peut le réparer dans n'importe quel état parce que la technique n'est pas trop sophistiquée. Il ne faut que 2 personnes ou une seule personne, un conducteur qui peut également utiliser une arme. Et avec ce véhicule, vous pouvez rapidement aller à un endroit où utiliser cette arme. Et vous pouvez faire ça sans organisation. Et c'est la raison pour laquelle, à l'échelle mondiale, ce véhicule est utilisé dans tous les conflits parce qu'il ne faut pas beaucoup de choses. Il ne faut qu'une seule personne qui utilise donc ce véhicule. Ici, on transpose cette image à la politique suisse. C'est donc un symbole pour les médias sociaux. Il ne faut pas plus non plus. Il faut seulement une personne qui s'occupe pendant 24 heures le jour, 7 jours la semaine, avec une arme, mais une arme sur l'arrière, et celui qui fait bien son travail peut changer le système, pas peut-être changer, mais causer des vibrations, des troublements au système. Et c'est ce qui a marqué la Suisse ce dernier temps.
Donc, cette manière de communiquer est efficace et au moins très visible. On en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de petits groupes ou même d'individus et en partie, ces personnes influent sur la formation de l'opinion publique. Pardon. La raison pour laquelle ce n'est pas encore dramatique, c'est cette personne-là ou cette image symbolique. La personne qui va aux urnes en Suisse, la personne moyenne est masculin. C'est pourquoi les femmes ont perdu contre les hommes. Il y a plus d'hommes qui participent et l'âge moyen est de 57 ans et plus. 57 ans ou plus. Et cette personne n'est pas trop inclinée, elle n'utilise pas trop les social media, les médias sociaux, beaucoup moins que les personnes jeunes. Et c'est pourquoi l'influence de la communication politique sur les médias sociaux est encore limitée et il y a encore un certain poids de la communication dans les canaux traditionnels, télévision, affiches, radio, etc. Pour un certain temps, cela restera probablement ainsi parce que cette personne de 57 ans ne va pas mourir demain. Donc, on va garder ce scénario pendant un certain temps. Et ensuite, il y a l'influence de l'extérieur qui influe sur notre opinion et ce sont les événements externes. On peut le faire très court, vous le savez tous. On a eu COVID pendant 2 ans et demi. Ceci a marqué clairement le paysage politique. On a eu 2 votations dans toutes les villes. On a eu des manifestations. Il y avait des personnes qui normalement ne participent pas au processus politique, mais qui avaient une opinion claire dans ce contexte-là. Oui, il y a la crise énergétique. Au niveau de communication, c'est déjà très clair. Il y a beaucoup d'influence et cela a des répercussions sur la Suisse et sur l'Europe parce qu'il y a beaucoup de contrats qu'on essaye de conclure, qu'on voulait conclure il y a certaines années. Et je ne dois pas non plus parler maintenant de l'Ukraine, qui est un conflit très présent, qui en Suisse a provoqué beaucoup de nouvelles questions en termes de multilatéralisme et sécurité multilatérale. Et dernier élément, il y a aussi une image symbolique du Parlement, le fait de se débrouiller, en fait. C'est une tradition politique suisse qu'il y a déjà depuis plusieurs années. Et on arrive régulièrement à nous débrouiller dans ces situations complexes. Il y a toujours des dispositions, des solutions qu'on accepte pour ne pas nous diviser, nous, en tant que société. Et tout cela influe sur la formation de l'opinion publique politique pour ce qui est de la Suisse et de l'Europe. Maintenant, j'ai beaucoup parlé et je veux me restreindre en quelque sorte sur la Suisse et l'Europe. Vous connaissez certainement l'histoire. Il y avait une période très longue où la Suisse s'est surtout occupée d'elle-même. Il y avait plusieurs petites tentatives de se placer mieux à l'échelle internationale. En 1848 et 1850,
95, il y avait certaines votations pour donner à la Suisse les possibilités financières d'ouvrir les canaux diplomatiques vers l'étranger. La population, la moitié de la population ne trouvait pas bien ça, donc l'a rejeté. Et la plupart des accords d'échange ont été rejetés aussi, par exemple celui entre la France et la Suisse. Et cette phase est donc une phase non européenne. Deuxième phase, environ 30 ans, la fin était le rejet de l'espace économique européen. Et puis, il y avait l'accord de libre-échange. C'était donc les deux événements cadres. Et entre-temps, il y avait toujours un pas vers l'avant et un autre pas vers l'arrière. Donc, il y avait des bas et des hauts. Et une fois, on a accepté, une fois, on a rejeté. Donc, ce n'était pas très constant à l'époque. La prochaine phase, c'était en 1993, non 73, mais 93 jusqu'à 2000. Là, il y avait une certaine dépression pour ce qui est de la formation de l'opinion publique. On voulait s'organiser. En Suisse, il y avait plusieurs éléments dans les deux directions. Et on a essayé d'améliorer le rapprochement. On voulait avoir une initiative telle que les casques bleus a été rejetée. Et en fin de compte, il y avait les bilatéraux 1 en 2001 qui ont été acceptés. Et à ce moment-là, l'âge d'or a commencé. C'est certainement un regard très sélectif, mais pour ce qui est des relations avec l'Union européenne, c'était vraiment l'âge d'or jusqu'en 2012. Et on a dit clairement qu'on ne veut pas atterrir à l'Union, mais maintenir les bilatéraux. Et maintenant, on se trouve dans la dernière phase de la relation. Vous connaissez aussi la première initiative contre l'immigration en masse. Et le bilatéral ne peut pas continuer de la même manière. Puis la création de Frontex, l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes-côtes. Et la fin, Frontex, ça c'est venu plus tard, mais puis on a arrêté les négociations par rapport à l'accord cadre. Et on se retrouve là, maintenant, dans cette situation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le chiffre le plus important, c'est ceci. Il y a une certaine estimation concernant les contrats bilatéraux. Les contrats bilatéraux n'ont pas seulement des inconvénients, mais aussi des avantages. Mais il y a c'est comme une promesse qui nous accompagnera qui nous accompagnera encore quelques années. Et puis, les bilatéraux aident la prospérité. Et ça, c'est aussi un critique. C'est les partis gauche et les partis droite qui critiquent les bilatéraux. Dans les dernières 10 années, cela n'a pas changé. Cela influence encore le futur. Et c'était la raison pour laquelle on a pu continuer les négociations. Puis, dans la société suisse, l'arrêt des négociations a eu quelques influences. Et là, je vous
vous avez apporté quelques chiffres. Vous voyez qu'il y a les partisans, il y a aussi les opposants. Et là, cette campagne de vote est très importante. Et dans les dernières années, l'opinion n'a pas changé. L'opinion est plutôt le même depuis 2019. On n'est pas vraiment prêt à faire une prochaine étape ou un prochain pas. Et là, je vous montre, après l'arrêt des négociations au sein de la société, il y a encore un désordre et on ne sait pas comment on peut corriger cela, on peut soigner ce problème. Et notre manière de travailler et de voter, ça domine et les Suisses n'acceptent pas une autre manière, un autre fonctionnement. Et il y a tout de même une acceptation. On accepte le cours juridique, le cours de droit de l'Union européenne. Et aussi, du point de vue des syndicats, on ne veut pas revenir aux bilatéraux. Et les habitants n'allaient jamais accepter les droits européens sans accepter les droits suisses. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités logiques. Il y a deux possibilités, on en parle souvent, c'est soit l'adhésion à l'Union européenne ou aucun contrat, aucun accord avec l'Union européenne. Mais la société suisse souhaite une collaboration avec l'Union européenne et l'accord cadre, c'est encore un élément qui profite d'une opinion favorable. Une autre option, ça serait peut-être de refuser tous les bilatéraux et de s'appuyer entièrement sur l'accord cadre. On voit que la majorité de la population ne connaît pas la différence entre seulement les bilatéraux et les accords cadres. Donc, il faut encore mener cette discussion et remplir les lacunes. Et maintenant, je vous invite à poser des questions et on peut parler plus en détail de cette situation. Monsieur beaucoup, Monsieur Biri, pour toutes ces informations de fond que vous avez montrées. Nous avons bien expliqué comment ça se fait, la formation de l'opinion publique en Suisse. Et je vais maintenant vous inviter à poser des questions. Peut-être vous avez des commentaires à faire. Vous pouvez lever la main et Nathalie Troyforten va activer votre micro. Il y a une première question qu'aimerait bien poser à M. Biri. Vous avez dit qu'on se demande si la société suisse est déjà fatiguée de ce thème européen et ne veut plus rien faire. On en a marre, en fait. Ça, c'est une thèse. Et une autre thèse... Non, je vous demande de commenter la chose suivante. Est-ce que le peuple est plus motivé que les autorités suisses de faire quelque chose dans la politique européenne? Je veux commencer à répondre à la deuxième question parce que ça, c'est pour moi la question centrale. Je pense que le peuple suisse a un avantage. Il ne doit pas refléter
sur ce qui est possible et ce qui n'est plus possible. Le peuple se rend aux urnes le jour de vote. Ça, c'est un avantage. Mais il y a une certaine vérité. Je fais des études depuis 10 ans déjà et je vois que le peuple suisse pense que les bilatéraux sont très importants, mais ne veut pas retourner à la politique qui a déjà existé entre la Suisse et l'Europe. Et quelques semaines avant les arrêts de négociation avec l'Europe, le peuple était plus critique envers les bilatéraux et la Cour de justice de l'Union européenne, mais maintenant le peuple est plus favorable. Les autorités, elles seules, ne peuvent pas mener cette politique parce que le peuple doit accepter cette politique. Je ne sais pas ce qui va se produire dans l'avenir, mais je pense que le peuple montre une certaine sympathie envers l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle il faut peut-être en parler plus. Vous avez parlé d'une certaine fatigue aussi, donc vous n'avez pas l'impression que le peuple suisse est fatigué, ne veut plus parler de la politique européenne? Non, je pense que le peuple suisse, non, moi, j'apprécie beaucoup cette démocratie et je pense on doit parler de la politique européenne, on doit parler de cette démocratie dans laquelle on vit. On ne peut pas être fatigué de ce sujet-là parce qu'on profite de cette démocratie directe. Et je pense que c'est quelque chose dont on va parler encore longtemps. On doit participer activement à cette discussion. Merci pour cette présentation, Monsieur Biri. J'ai une question. Peut-être j'ai tort, mais j'ai l'impression que lors des dernières votations, la qualité des débats a diminué. Peut-être c'est juste c'est symptomatique, mais dimanche soir, j'ai regardé un table rond à la télévision avec Garbi Maya et Anna Rassi. Et c'était un entretien super intéressant. Ingo Maya n'était pas content et Persée non plus. Et un projet de réforme quand le AVS, est-ce qu'on peut remarquer une tendance d'une diminution de la qualité de la discussion ou du débat? Moi, j'ai l'impression que cet débat autour de l'Europe est rempli des émotions, mais vous en pensez quoi? C'est une question très importante. C'est vrai qu'il y a une augmentation du populisme en Suisse, ça je l'ai déjà dit au début, et on voit que la qualité des débats diminue. C'est un débat très pointu, on ne parle plus vraiment aux autres, c'est impitoyable. Et si on écoute l'autre au sein de son propre parti, on est considéré comme quelqu'un qui est faible. Ça, c'est un problème. Et aussi, pendant la semaine après la votation, si on veut mesurer la qualité du débat politique, on doit aussi
regarder ce qui se passe entre les parties. Tous ces thèmes qui sont très émotionnels et si on vote basé sur ses propres émotions et on a peut-être participé et observé une campagne de vote drin war bei der AV und damit einige vermutlich von Ja zu Nein gewechselt haben, zeigt sich gerade bei diesen Fragen, dass in den großen Blöcken war die Frauenfrage eine sehr alte Frage oder ist eine sehr alte Frage. Sie polarisiert sich sehr stark zwischen links- und rechtskonservativ insbesondere und das hat sich vermutlich auch durch sehr viel Hässigkeit nicht verändert. Das hilft zur Moderation. Aber in der Öffentlichkeit hat die Emotionalität wesentlich zugelegt. Da gebe ich Ihnen recht. Auch bei Europafragen übrigens. Weitere Wortmeldungen? Wenn das im Moment nicht der Fall ist, würde ich gerne noch eine Frage von mir aus anfügen. Sie haben erwähnt, Herr Bieri, dass das Referendumsrecht, das schweizerische, nach Ihren Umfragen ein wichtiger Pfeiler ist für das Demokratieverständnis der Schweizerinnen und Schweizer. Wie sehen Sie das, wenn Sie sich versuchen, in die Sicht der EU hineinzuversetzen? Ist das für die EU ein Problem oder könnte sie durchaus, wenn sie will, mit dieser schweizerischen Eigenheit der Demokratie leben? Wir hören Sie nicht, Herr Bieri. Entschuldigung, ja. Es ist eine schwierige Frage, weil es schlussendlich ein Teil von realpolitischer Taktik. Oder die Schweiz hat ja tatsächlich immer die Möglichkeit, in allen Verträgen etwas einfach nicht zu tun. Das hat dann halt einfach Folgen. Und diese Folgen, das ist auch der Grund, warum die Europäische Union Rahmenverträge und insbesondere auch eine erhöhte Gerichtsbarkeit in diesen Rahmenverträgen sucht durch den EuGH, um das zu umgehen. Trotzdem wird die Schweiz das weiterhin tun können, vermutlich, und dann halt auch die negativen Folgen tragen müssen. Und das scheint, ich vermute, aufgrund der Zahlen der Bevölkerung klar zu sein, dass es diese Nachteile gibt, aber man ist bereit, die so auch einzugehen. Ob die EU das über die Zeit lustig findet, das ist eine sehr gute andere Frage. Es ist klar, wenn es eine systematische Dimension erreicht und man quasi jedes Mal einfach den Kritik oder den Referendumsjoker quasi zieht, das spürt man jetzt bei diesen quasi Vergeltungsmaßnahmen ist ein großes Wort, aber bei dieser Peak-Sacherei, die EU an verschiedenen Stellen anlegt, dass die Geduld der Europäischen Union, das zu tolerieren, sicher auch schon größer war. Sie melden sich, wenn jemand sich äußern will. Ich kann das von mir aus nicht beurteilen. Sonst stelle ich gerne noch zwei Fragen weiter, wenn ich darf, bis gegen 7 Uhr. Sie haben ja diese verschiedenen, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folie gezeigt, diese Optionen, die da möglich wären und die Sie erfragt haben bezüglich Unterstützung. Können Sie uns einfach im Sinne eines Brainstormings sagen, wie könnte eine nächste Vorlage aussehen, die jetzt vom Bundeshaus in die Volksabstimmung gehen würde? Was könnte das sein? Also wenn man jetzt wirklich nur versucht, Bevölkerungsmehrheiten zu konstruieren, was notabene nicht zwingend ein gutes politisches Vorgehen ist, aber wenn man jetzt quasi nur das als Flughöhe ins Spiel bringt, gibt es Verhandlungsraum im Bereich EuGH?
Gerichtsbarkeit auf der EU-Seite oder bei der EU angesiedelt. Das hat Mehrheiten. Das ist weniger kritisiert in der Bevölkerung als in der Politik, insbesondere auf der rechtskonservativen Seite. Es gibt auch gewisses Verhandlungspotenzial im Bereich Lohnschutzmaßnahmen. Die will man nicht im Grundsatz abschaffen, aber man könnte sich eine gewisse Flexibilisierung, wurde auch diskutiert, zum Beispiel in Bezug auf die Tage bis hin zur Kontrolle oder was auch immer, das könnte man sich vorstellen, und wenn es ein Abwägen gäbe zwischen Elementen, ist im Moment die linke Kritik oder die ehemalige linke Kritik an den Rahmenverträgen ein Zacken weniger mehrheitsfähig als die rechte Kritik an den Rahmenverträgen. Das ist so die hohe Flughöhe am Ganzen. Und wenn man das zusammenzusetzen versucht, gibt es nicht wirklich kluge Verträge. Das ist tatsächlich ein Problem, was auch dazu führt, dass die Bevölkerung sich eigentlich ein Freihandelsabkommen wünscht, weil das halt im Moment am wenigsten kritische Punkte vermuten lässt, aber ich glaube, es werden wirklich nicht mehr. Es ist einfach in Unkenntnis, was man alles verlieren würde, dass man ein Freihandelsabkommen spannend findet. Immerhin die zweite Variante wäre dann der EWR-Vertrag, und das ist etwas, das immer wieder zur Diskussion gestellt wird, meistens aus der Mitte heraus, ich sage im Moment so eine sehr knappe, aber immerhin erwähnenswerte Mehrheit hinter sich zu scharen weiß, aber auch da schlussendlich weiß man nicht, wäre die EU bereit, bilateral in so ein Vertragswerk überzuführen. Das weiß ich selber auch nicht, ob die EU das wäre, und auch hier gilt es dann abzurechnen, was gewinnt man, was verliert man. Ich habe noch eine Frage. Sorry, dass ich das Wort immer ergreife, aber in der Schweiz haben wir erlebt, dass bei manchen Abstimmungsgegenständen zweimal oder dreimal es erforderlich war, bevor die Vorlage angenommen wird. Frauenstimmrecht, ONU-Beitritt. Sehen Sie hier ein mögliche Parallel? Gibt es hier, schwierige Frage, aber gäbe es die Möglichkeit, dass das so auch geschehen könnte mit dem EWR? Also ich sehe Chancen für einen neuen Vertragsentwurf in Richtung Rahmen, wie auch immer der aussieht. Der EWR ist eine gute Möglichkeit. Und das wichtigste Element ist der anwachsende Problemdruck. Und im Moment ist der noch an einem relativ kleinen Ort. Die Bevölkerung spürt noch nicht wirklich Probleme. Man hört zwar, dass da irgendwelche Universitäten Probleme im Bereich Nachwuchs- und Forschungsfinanzierung haben. Das für die meisten ist es nicht Teil der eigenen Alltagswelt. Man hört auch, dass da der Bankenplatz ein bisschen unter Druck steht und dass man da noch eine Schlaumeierei gefunden hat, um das einigermaßen zu moderieren. Aber jetzt wird es langsam schon anstrengender. Jetzt hört man vielleicht auch, dass es schwierig ist, da Energieverträge im Sinne der Schweiz auszugestalten. Vielleicht hat man diesen Drang noch einmal gekriegt. Man liest über Medtech, die teilweise die Schweiz schon verlassen haben. Und es geht dann immer weiter. Und das erhöht tatsächlich den Problemdruck im Spiel. Und je höher das Problem ist, desto stärker stellt sich dann wieder die Grundfrage, nämlich die Schweizer Bevölkerung will nicht hinter die bilateralen Verträge zurück, weil die sind wichtig für den Schweizer Wohlstand. Und sobald das in der Breite erkannt wird, dass genau das geschieht, einfach durch Nicht-Erneuerbarkeit oder die fehlende Erneuerungsfähigkeit dieser einzelnen Teilverträge, wird die Diskussion garantiert wieder an Fahrt aufnehmen. Und darum die Politik sowieso, die Wirtschaft ganz sicher, aber auch die Bevölkerung wünscht und wird bald vermutlich auch wieder fordern, sich eine Wiederaufnahme dieser Verhandlungen, in welcher Form auch immer. Eine Wortmeldung, glaube ich, von Herrn de Bernardi. Ja, besten Dank. Hören Sie mich? Geht das mit dem Mikrofon? Ja, großartig, danke. Nur eine Neugier. Sie haben jetzt mehrmals erwähnt, eben wenn dieser Problemdruck wieder aufkomme, dann allenfalls EWR.
Gerade in den letzten Monaten konnte man wieder lesen, was der Bundesrat bewogen hat, seinerzeit im 91, dann plötzlich beim EWR war er sehr kritisch, gerade aus den Gründen, die jetzt aus den Rechtskonservativen kritisiert werden, also Souveränität, Mitbestimmungsrecht. Und der Bundesrat hatte dann in einem gewissen Sinne ja kohärent, es war vermutlich ein politischer Fehler, aber kohärent gesagt, ja nein, dann lieber halt EU-Beitritt. Wäre das eine Option? À ce moment-là, il serait plutôt envisageable d'atterrir à l'Union. Est-ce que ça pourrait se produire de cette manière pour entamer à nouveau les négociations, pour répandre les discussions? Quel pourrait être le scénario? C'est également une question de la pression des problèmes. Si l'Union européenne ou des événements externes font visible un changement des accords bilatéraux, à ce moment-là, la population commence à discuter. Et on est plus prêt à discuter et à faire des compromis qui n'étaient pas envisageables jusqu'à l'époque. Et c'est ce problème de la pression, et vous avez tout à fait raison, ce débat de l'espace économique européen implique un débat politique et la démocratie directe et l'indépendance de la nation autonome. Et pour les bilatéraux, cette négociation n'est menée qu'à part, que quelque peu. Et si on ne peut pas maintenir les bilatéraux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour entamer à nouveau cette discussion? Et pour l'Union européenne, ça dépend aussi. La Suisse ne veut pas immédiatement entamer la discussion, mais l'Union européenne, jusqu'ici, n'a pas vraiment signalisé qu'elle n'était pas prête à négocier. Et on ne veut pas nécessairement augmenter la dureté des négociations. C'est un mot fort, mais cette question de l'adhésion à l'Union européenne est quand même une question importante et je pense qu'on devrait quand même conclure à ce moment-là. Je souhaiter mes remerciements à M. Bierry pour cet exposé très intéressant et ses questions et les réponses, bien sûr. Vous trouverez tout cela sur YouTube et la Fondation mettra également disponible l'exposé sur son propre site web. On pourra également montrer les diapos pour pouvoir regarder cela en détail. Merci beaucoup aux deux interprètes. J'espère que vous avez pu suivre cet exposé très dense de M. Bierry. Je remercie à tous ceux qui ont préparé cette réunion, cette séance. Et je suis très heureux qu'il n'y avait pas de problème technique. Merci beaucoup à tous les participants. Et comme je viens de le dire, vous pouvez bien écouter encore une fois cet exposé dans les semaines à venir. Okay, dass wir wahrscheinlich so Januar, Februar ein nächstes Gespräch führen möchten rund das Thema der Forschung, der Zusammenarbeit der Schweiz mit europäischen Institutionen. Ein Thema, das ja auch eben auf der Agenda liegt, wie Herr Bier es auch schon angesprochen hat. Und das für viele Menschen in der Schweiz, namentlich im universitären Umfeld, natürlich sehr wichtig ist. Wir werden dort sicher auch eine spannende und kompetente Person als Gesprächspartnerin haben. Damit schließe ich. Je remercie tous les participants de langue française. J'espère que vous avez bien pu suivre le débat et que probablement la prochaine fois, ce que j'ai
évoqué que nous parlerons sur Ich wiederhole gerade meine Dankesworte auf Französisch und sage, dass wir die nächste Sitzung gerne im Bereich der Forschungszusammenarbeit organisieren würden zu Beginn des kommenden Jahres. herzlichen Dank an alle und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend, einen guten Herbst und einen Winter möglichst ohne Elektrizitätsmangel und auch sonst mit genug Energie. Vielen Dank und alles Gute. Merci beaucoup.